Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et ça y est, oui, nous sommes dimanche, fin de journée. Dites donc, les vacances sont terminées pour 2 zones ce soir. La 3e en profite une semaine supplémentaire, vous avez bien raison. Salut mon Pierre. Salut ma Lolo, comment que ça roule ? Ça roule plutôt bien et ça roule surtout sur le programme de notre rendez-vous jusqu'à 19h. On aura le plaisir, entre autres, de parler pour le salon de l'agriculture de cette problématique de la hausse des carburants pour nos agriculteurs. Oui, entre autres. Et puis on va s'intéresser donc à cette filière agricole en France, forcément. Et puis d'un autre côté, je voudrais aussi parler à tous ceux qui auront cette malchance peut-être dans les prochains jours de ne plus pouvoir rouler, ma Lolo. Connais-tu les zones à faible émission, que j'appelle moi les zones à forte exclusion et que notre invité appelle différemment? Exactement, on va en parler de ces zones à faible émission puisque ces ZFE vont condamner presque 6 millions d'automobilistes à ne plus pouvoir prendre leur voiture. On va en parler en détail. Et puis vous savez, à la fin de notre rendez-vous, vous avez l'échange avec Pierre. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par mail en mettant ça roule dans l'objet de votre mail et vous mettez effectivement votre nom, prénom, numéro de téléphone où l'on peut vous rappeler pour vous proposer un échange avec Pierre. C'est aux alentours de 18h50. Vous l'avez compris, vous pouvez aussi réagir en direct 0826 300 300 ou tout simplement nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio. Ça roule, c'est parti avec vous et c'est jusqu'à 19h. Sud Radio Sarroul. Et oui, les ZFE. Avez-vous peur d'ailleurs de ces fameuses zones à faible émission qui vont condamner beaucoup d'automobilistes à ne plus pouvoir rouler avec la voiture qu'ils ont actuellement? Avant même de rentrer dans le sujet, on accueille notre invité, Jean-Rémy Maquia, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Grand journaliste auto, entre autres. Pierre, on remet le sujet, l'église au centre du village, l'histoire de ces ZFE, Kesako. Une bêtise. Voilà, ça y est, merci, c'est fait, on peut passer à la suite. Non, on va faire simple. En fait, c'est quoi ? C'est la volonté de respecter des normes d'émissions globales carbone qui soient à la hauteur des enjeux européens, puisqu'il y a clairement des enjeux au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, donc des émissions carbone. La bonne idée, entre guillemets, du gouvernement a été de se dire qu'ils allaient limiter la circulation aux seuls véhicules les plus récents et peu à peu exclure de la circulation des grandes villes les plus anciens véhicules. Alors, c'est pas par rapport à des critères de pollution, même si ça colle un peu. Les plus anciens sont souvent ceux qui émettent le plus. Mais forcément, on a commencé par éliminer, notamment sur la capitale, tous les véhicules d'avant la critère 5, c'est-à-dire les véhicules essence d'avant 1997. Puis peu à peu, on réduit la voilure. Et maintenant, pour faire simple, dans l'œil du cyclone sont pointées les vignettes critères 3, principalement des diesels d'avant 2011 et des essences d'avant 2006, si je ne dis pas de bêtises, et les vignettes critères 4, 5 et au-delà. Bref, ça arrive dans vos villes, dans vos agglomérations, puisque à partir dans 2 ans maintenant, il faudra que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants se soient mis à la page et mettent en place ces zones à faible émission. Et là, le drame, c'est que ça va pousser, en gros, la moitié des automobilistes soit à changer de trajet, soit à ne plus servir de leur voiture, soit à en acheter une autre, mais quand on n'a pas les moyens. On nous annonce d'ici 2025 45 ZFE. Oui, 45. tout à fait. Juste une précision par rapport à ce que dit Pierre et une rectification. C'est pas par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, de CO2, du gaz carbonique. C'est par rapport aux polluants qui attaquent la santé, les ZFE. C'est par rapport aux oxydes d'azote, au monoxyde d'azote. Non, parce que le seul élément pris en compte, le seul élément qui a été pris en compte, notamment sur la classification, c'était le critère d'ancienneté, et ça a été vendu comme le moyen de limiter les émissions carbone. Ça a été vendu comme ça. C'est pas ça. Non, c'est vraiment le moyen de limiter localement, là où il y a la plus grande densité de trafic, les polluants qui sont nocifs à la santé et pas le gaz carbonique qui a effet de serre. Donc, c'est les oxydes d'azote, les particules et sur l'intention, c'était pas ça. Alors, ça en fait partie. Mais je me rappelle très bien pour l'avoir vécu. Non, mais l'enjeu, c'est comme ça. Voilà. Non, mais limiter la pollution, celle qui nous agresse. Parce que le CO2, c'est pas un problème local, c'est un problème planétaire. Cela dit, on va se mettre au diapason. Quel que soit le polluant, on a quand même le même problème, c'est-à-dire que plus le véhicule est ancien, plus il émet. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais alors du coup, 45 zones à l'horizon 2025, ça a un peu bougé. Il y a Mohamed qui nous attend au standard, on va bientôt lui donner la parole, parce que vous en pensez quoi de ces ZFE? Ça a un peu bougé, il y a des choses qui ont été reculées, c'était de printemps-juillet, ça a reculé à la fin de l'année. Du coup, il se passe quoi? D'un côté ça avance, de l'autre côté ça recule. Il y a une grande nébuleuse. D'une part parce que ces ZFE sont imposés légalement et obligatoirement par l'Europe,
ça s'impose à tous les pays, il faut que les villes de plus de 150 000 habitants, effectivement, aient une ZFE à l'horizon prochain, avec un bannissement, une exclusion des voitures les plus anciennes et les plus polluantes. À partir de là, les décisions de mise en œuvre sont quand même, bien sûr, incitées par les gouvernements nationaux, mais sont quand même prises par les autorités locales, régionales. Et donc, il y a toute une espèce de mosaïque hétérogène, et ça aboutit à une nébuleuse complètement opaque sur les interdictions qui, ici, vont être plus sévères, là, vont être moins sévères. Et surtout, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que ce ne sont pas, comme on l'a cru au début, des zones strictement d'extrême centre-ville, couvrant simplement la ville. Ce sont des zones urbaines, périurbaines, entre villes, où il ne sera plus possible de circuler avec les véhicules les plus anciens, mais ça couvre des zones géographiques des agglomérations complètes, avec parfois des dizaines, voire plus de 100 km d'allongement et de diamètre. D'ailleurs, on ne va pas prendre Paris, centre de la France. Évidemment, c'est pas ça, mais quand on voit la ZFE de l'Île-de-France, c'est-à-dire que moi, ma ville, je suis juste en dessous. C'est-à-dire que dès que je prends ma voiture et que je vais voir mes voisins, la ville d'à côté, je peux plus. Et d'ailleurs, c'est là que ça a bougé, c'est-à-dire que notamment sur... Alors, est-ce qu'il y a des considérations parce qu'on entre en campagne présidentielle ? Peut-être. C'est tout à fait possible. Parce qu'on s'aperçoit quand même que Paris vient de reculer sur sa zone à trafic limité qui devait entrer en vigueur cette année. Alors là, c'était encore pire que tout. C'est-à-dire que dans les 4 premiers arrondissements de Paris, plus une partie des 5e, 6e, 7e, là, on interdisait carrément tous les véhicules de transit. Véhicules de transit, ça veut dire ceux qui votent pas pour vous, ceux qui viennent de la banlieue. Alors, donc là, ils ont reculé, bizarrement. C'est sûr qu'avec 1,5% dans les intentions de vote, forcément, on n'a plus envie de creuser du côté de la mairie de Paris. Et puis, il y a le Grand Paris, pareil. Ils ont limité un petit peu l'effet, c'est-à-dire qu'ils retardent, parce qu'ils se disent, mince, c'est peut-être pas de bon ton. Alors, il y a une prise de conscience politique que ça va coincer, mais le problème, c'est que aucun candidat, pour l'instant, ne s'est engagé en disant les zones à faible émission, c'est une connerie. Et puis, les ZFE, évidemment, c'est mal vécu par les automobilistes qui pourront plus prendre leur voiture, mais il y a des conséquences dont on parle moins. Mohamed est avec nous, il nous appelle de Perpignan. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour à vous, aux auditeurs, à vos invités. Merci. Bonjour. Merci de nous retrouver sur Sud Radio au 0800 26 300 300. Alors vous pensez que les ZFE vont avoir des conséquences sur beaucoup d'autres choses ? Tout à fait, c'est-à-dire on va un petit peu pénaliser le commerce du centre-ville, on va pénaliser les personnes âgées parce qu'elles vont faire leurs achats au centre-ville, donc elles ne pourront pas partir avec des paniers pleins parce qu'il y a l'âge, il n'y a pas les transports nécessairement voulus à l'heure qu'ils veulent. Et puis on va peut-être privilégier des gens qui ont les moyens, qui vont pouvoir fonctionner autrement. C'est-à-dire, on va demander un petit peu à tous les centres-villes, tous les commerçants, restaurants, petits commerces et tout ça, de se délocaliser vers l'extérieur. Et j'ai l'impression qu'on va appauvrir les centres-villes. Vous avez tout compris. Alors, je vais juste mettre une petite parenthèse, je suis complètement d'accord avec vous. Mais dans les années 80, quand les grandes surfaces ont explosé en périphérie des rues, des villes, il y avait déjà eu ce mouvement comme ça, où on perdait les petits commerces, où les gens allaient vers l'extérieur. Et c'est un mouvement qui avait trouvé son effet inverse dernièrement, et évidemment la Covid a aussi accéléré ce très joli mouvement où les gens sont revenus aussi au centre-ville. Et là, il a raison, Mohamed. Oui, parce que l'autre problématique, Mohamed, là-dessus, c'est que vous dites qu'on va privilégier les riches, mais c'est exactement, les riches, j'aime pas employer cette expression en tout cas. Les gens qui ont les moyens de pouvoir avoir une voiture récente. Voilà. Mais là où vous avez totalement raison, c'est que de toute façon, ceux qui vont être les grands bénéficiaires de ces zones à faible émission, j'allais dire à forte exclusion, ce sont toutes ces galeries commerciales qui vont réussir à être légèrement en bordure de cette agglomération et qui vont passer à travers. Bien évidemment, il faut être fou. Faut pas avoir l'essieu en face des roues pour... Non mais... Celle-ci. Alors là, collector. Jean-Rémy Maquia, c'est pas vous qui l'avez fait. Quand je dis privilégier les riches, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, il y a très peu de gens qui peuvent... C'est ça. Se payer un véhicule électrique pour entrer dans les centres-villes, un véhicule qui ne pollue pas. Qui sait qu'il peut se le payer? C'est pas le smigard, c'est pas le moyen quart, c'est vraiment des gens qui sont dans les moyens. D'autant plus, Mohamed, d'autant plus, pour vous couper la parole, désolé, c'est que moins on a de moyens, plus on va vivre loin de la ville parce que les loyers sont accessibles pour une certaine population. Vous avez totalement raison, Mohamed. Je pense que pour employer des mots un peu à la mode, ce genre de mesures, ça boboise les centres-villes et ça les momifie, c'est-à-dire ils vont être
être mourants. Et du coup, de façon induite, mais ça on n'y pense pas assez parce que ces décisions sont prises de manière un peu trop aveugle, un peu trop dogmatique et pas en englobant tous les paramètres de la problématique, ça aboutit à une chose incroyable, c'est que ça favorise effectivement l'installation et l'expansion des grands centres commerciaux à l'écart des centres-villes qui, eux, nécessitent qu'on prenne sa voiture puisqu'on n'a plus de commerce de proximité. Et ça, c'est une conséquence sociétale, structurelle, très inquiétante. Allez, on continue de parler de ce sujet. Merci Mohamed d'être intervenu dans le rendez-vous ce soir de Ça roule au 0826 300 300 sur Sud Radio. On continue évidemment aussi de vous donner la parole sur ces histoires de ZFE. D'ailleurs, qu'en pensez-vous? On en parle beaucoup maintenant depuis quelques années. Ça y est, on a les pieds dedans. Vous allez faire quoi? Vous allez changer votre voiture? Vous pouvez le faire? Pas du tout. Vous avez réfléchi à autre chose? 0826 300 300. Venez nous rejoindre. On en parle dans quelques instants. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et oui, on en parle de ces fameuses ZFE qui nous font peur, on va être honnête, complètement. Ouais. C'est-à-dire que si on n'a pas la bonne voiture, on ne pourra plus rouler. Vous allez vous en sortir comment, vous? Il y aura 45 ZFE, zones à faible émission, en France, sur des métropoles de 150 000 habitants au minimum. Vous allez faire comment? 0826 300 300. C'est vraiment des sujets, parce qu'on est parti des ZFE, puis on l'a vu il y a de cela quelques instants. On déborde sur l'économie, il va y avoir des conséquences sur les centres-villes. Sociétales, des conséquences sur nos modes de vie, effectivement. Alors, ce qui est très difficile pour le citoyen, l'automobiliste lambda, c'est que les calendriers et les zones d'application par rapport aux villes et à l'expansion que ça peut avoir sont extrêmement variables en fonction des endroits. Vous avez des échéances à l'été 2022 ou en janvier 2023, courant 2024, et il n'y a pas un endroit en France où c'est calqué sur un autre. On n'a pas le droit d'utiliser. C'est un fouillis complètement dingue. On n'a pas le droit d'utiliser le téléphone portable au volant, mais en même temps, pour savoir si on a le droit de rouler, il va falloir être costaud, parce que je ne sais pas si vous avez vu Jean-Rémy, le panneau. Ouais. D'entrer dans une zone à faible émission, il te faut un quart d'heure, il faut arrêter la bagnole, il te faut un quart d'heure pour lire l'intégralité du panneau. Alors le côté pratique que j'ai vécu moi sur mon téléphone, alors c'est la marque à la pomme, sur la map de cette marque à la pomme de mon téléphone, ça y est. Elle existe, c'est-à-dire que je vais vous la montrer. Quand vous mettez votre... Alors moi, je suis dans une ZFE là en ce moment, mais ça fait toute une rosacée rosée. Oui. Et là, vous dites, attention, vous rentrez. Et il vous le dit le GPS, vous rentrez bientôt dans chez les bobos. Attention, vous rentrez bientôt chez les bobos. Oui. Mais effectivement, toutes ces ZFE, encore une fois, ce ne sont pas que des villes, ce sont des territoires entiers. Ouais. Là, il y a une grande ZFE qui se dessine dans le sud, autour de Toulon, Marseille, Aix-en-Provence. Toulon, Marseille, Aix-en-Provence, le dessin, l'hypothèse, la silhouette future d'une ZFE qui englobe tout ce territoire, vous voyez la centaine de kilomètres et plus que ça implique. Alors j'ai fait une petite étude, c'est ce que je voulais comprendre un peu le taux d'adhésion des Français. Parce que Pierre fait des petites études. Oui. Il arrive. Ouais. Donc j'ai fait une petite étude. Des fois il travaille, Pierre. Petite. Ah mais celle-là elle est piotte, mais elle est piotte, mais elle va faire beaucoup de bruit quand elle va tomber. Mais je livre un premier chiffre, parce que je l'ai déjà moi. Je veux pas donner le résultat du sondage sur le reste. Mais bon, là, sur la zone à faible émission, vous avez un Français sur deux qui est opposé. Ça veut dire aussi un Français sur deux qui est d'accord. En fait, c'est très simple. Celui qui aujourd'hui a le droit de rouler, il trouve ça très bien. Ouais. Le problème, c'est que celui qui n'a pas le droit de rouler, lui, il a du mal à l'encaisser. Et chez nos politiques, qui ont certainement les mêmes études que nous, ils se disent « Oh, 1 sur 2, c'est pas une forte mobilisation contre... » Ils se trompent. Parce que ça veut dire qu'on va priver directement de circuler ce 1 sur 2. Et celui-là, quand il va se retrouver à sortir sa voiture pour aller au travail, qui va prendre 68 € d'amende le matin, il ne va pas comprendre pourquoi, qui va reprendre la même prune le soir quand il va rentrer, il va devenir fou. Parce qu'il n'aura pas les moyens de changer sa bagnole. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Mais financièrement, c'est pas jouable. Mais non, c'est pas jouable. Et puis au-delà de ça, c'est qu'il y a ces ZFE, il y a la montée du prix du carburant, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quoi qu'il en soit, on ne peut plus rouler. Sauf que ça paraît fou de le mettre en place, et on se dit tous, franchement, à moins d'avoir picolé pendant 3 jours et avoir consommé des substances illicites, on est d'accord que ça viendrait à l'esprit de personne et d'aucun esprit suffisamment normalement constitué d'interdire à un Français sur 2 de circuler. Donc on se dit, mais non, ils n'iront pas au bout de cette idée saugrenue. Et pourtant, si, il faut bien comprendre, Toulouse vient de la mettre en place. Barbara Pompili s'est déplacée à Toulouse pour expliquer la zone à faible émission. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que pour l'instant, si ça râle pas, c'est parce qu'il n'y a pas les radars. Mais en même temps, après, on va accueillir Pierre qui nous appelle du Tarn-et-Garonne au 0826 300 300. En même temps, après, on peut nous rétorquer que tout a été fait pour nous permettre de changer de voiture. Non, rien. Avec des primes. Non, c'est la déprime, c'est pas une prime. C'est la déprime. Juste une précision, les détenteurs de voitures les plus anciennes sont a priori les personnes qui ont le
plus petit pouvoir d'achat, et c'est pas parce que vous avez un bonus même très très généreux de Oui. 6 000, avant 7 000 ou 10 000, aujourd'hui 6 000 euros pour acheter une voiture électrique, qui vous coûte au final quand même au minimum 23 000 euros. Oui, c'est ça. Ça Non, mais permet y a pas pas, c'est pas certains- accessible à Donc à le des gens prix à moyen faible d'un revenu. véhicule neuf, ça n'a pas changé Tout le à fait. curseur. Jean-Marie, il n'y a pas une histoire Jean-Rémy. de. Jean-Rémy, voilà, Toujours ça- pas. ça- non, mais ça, c'est son frère, ta c'est son faute, frère, Pierre. c'est C'est ta faute, tu l'as fait tout à l'heure. Jean-Rémy, il n'y a pas une histoire de critère 3 pour les diesels, qui, eux, sont moins polluants et qui, à un moment ou à un autre, vont sauter? Alors, Y a pas une le histoire comme ça calendrier, effectivement, c'est par rapport à la vignette critère qui est donnée par rapport aux dates de première immatriculation des voitures. Et systématiquement, le diesel est désavantagé par rapport à l'essence. Et donc, son calendrier, pour lui, est plus sévère. le Même les calendrier plus récents. d'exclusion. Ouais. Effectivement, aucun diesel n'accède à la vignette critère 1. Ils sont forcément, dans le meilleur des cas, en 2. C'est-à-dire, tous les diesels, à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui, 12 ans d'âge, ils sont en critère 2. Et bientôt, les critères 2 subiront des restrictions de circulation dans les ZFE dans les 2 années à venir. Ouais. Pierre est avec nous au 0826 300 300. Salut Pierre. Oui, bonjour. Écoutez, c'est dramatique. Hein. Moi, j'ai une voiture de 2004, une 407. Oui. Et je vais souvent sur Toulouse. Donc, si elle ne correspond pas à ces normes, voilà, je vais avoir 68 € d'amende, ou alors il va falloir que je fasse un grand détour pour pouvoir aller au centre-ville. Et puis en fait, je vais polluer encore plus parce qu'il Il n'y aura non, pas de non, détour non, il y a possible. pas de détour. Il n'y a pas de détour possible. La zone, la ZFE, elle est Inaccessible. continue, Fini. elle est globalement ouais, inaccessible. C'est comme Oui, s'il y c'est avait vrai. un mur virtuel et vous ne pouvez Ouais. pas rentrer. Oui, mais c'est aberrant. Hein, Madame Pompili, elle ferait mieux de s'occuper des éoliennes, les pales qu'on ne peut pas recycler. Elle ferait mieux de s'occuper de ça que de venir à Toulouse pour imposer ses normes. Rappelez-moi, une éolienne, c'est un truc qui tourne, qui fait beaucoup de vent, mais qui sert pas à grand chose, c'est ça? Ouais, Bah, j'en voilà, connais c'est des ça. éoliennes, moi. Voilà, les éoliennes, oui, il y en a beaucoup, oui. Et bien, les éoliennes, les pales, vous voyez, ils ne savent pas comment les recycler. Et Pierre, par contre, ce que Donc, vous disiez, alors- Jean-Rémy, c'est que c'est pas le gouvernement français, là, c'est une obligation européenne. Tout à fait. Le gouvernement Oui, non, français s'est quand même fait rappeler à l'ordre avec Oui, des menaces mais- d'amende ouais. pour n'avoir pas mis assez vite en œuvre ces fameux ZFE. Oui, mais Et je attention, rebondis- il Oui, n'est bah, pas ouais, obligé de et- taper et- si loin et si fort. Oui, tout à Voilà. fait, tout à Ouais. fait. Après, ma- je pense qu'il y a, étant donné que ce sont des décisions locales, régionales, je pense qu'il y a une surenchère pour paraître le plus vert possible de la Voilà, part c'est des ça, élus, tout à fait. et que chacun y va de sa Mais petite je comprends mesure pas. ou de son Écoutez, calendrier moi, supplémentaire. Moi, je ne peux pas changer de voiture. Je suis à la retraite, j'ai une petite retraite. Déjà, avec toutes les augmentations qu'il y a, Et- même avec la prime exceptionnelle qu'ils font, je ne pourrai jamais changer de voiture. Vous voyez. Et je vais Dans rajouter les quelque privés, chose, ce Pierre. seront- Ouais, mais c'est Je ça, vais- mais je là, vais- on est je vais dans- ra- je vais rajouter quelque chose. Mais là, on Et est la dans une classe vraie moyenne. réalité, quoi. Je vais rajouter quelque chose. Avec votre Peugeot 407 que vous continuez à utiliser, et Oui. elle est ancienne, vous avez un geste plutôt écologique. Je m'explique, c'est pas du tout de la provocation. Le Non, pire des choses concernant l'agression faite à notre planète, c'est le gaspillage, Bien c'est-à-dire la surconsommation, Exactement. c'est-à-dire mettre au rebut des biens de consommation, qu'il s'agisse fonctionnent. de vêtements, de voitures, de brosses à dents électriques, que sais-je encore, qui pourraient encore servir. Et C'est vrai. pour les voitures, le geste le plus écologique, à moins d'avoir une voiture déréglée avec un panache de fumée derrière, ça c'est une autre histoire, c'est une question d'entretien, mais une voiture qui fonctionne bien et honnêtement, conformément à ce qu'elle était à son origine. Alors une 407, c'est pas si vieux, ça a une quinzaine d'années. Ouais. C'était déjà des voitures qui étaient soumises à des normes de pollution assez drastiques. Le pire de tout, c'est de les mettre à la casse pour acheter une voiture neuve. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus négatif concernant l'impact environnemental. Bah Pierre ouais, et puis- Alors, Pierre. on pas le même. L'autre parapluie- Pierre. Oui, comment Non, non, excusez-moi, Pierre en fait, voulait réagir. elle parlait à Pierre Pirot. Ah ouais. Mais Mais- Pierrot, bon, je suis à Montes et Pierrot n'est pas loin, il est à Castel-Sarrazin, vous voyez. Vous voyez qui je veux dire, non Ah, N'est-ce pas- pas non. Non, pas bien. Eh bien, nous, comment il s'appelle Eh bien oui, celui qui est le chanteur. Perret. Pierre Perret. Eh bien oui. Eh oui, Ah c'est bah, vrai. Bah oui. Pierre, Bon, on est c'est bon, tous je suis éclipsés. pas loin de chez Alors, lui. alors, Je ZFE, pourrais ça veut pas revenir dire à nos zizi. moutons. Non, oui, Pour- rapide. Oui. Pour en revenir à ça, de toute façon, le problème, c'est que même ma voiture, elle est de 2004,
elle est de 2004, mais je ne pourrai pas changer. Et on sera toujours contraints, nous, la classe moyenne, les retraités, à devoir faire encore des efforts, et toujours des efforts, Alors, Pierre. pour des bobos qui, à Paris ou ailleurs, Pas à Paris ou ailleurs. Alors, je peux pas. Dans toutes les grandes villes, Pierre, dans toutes les grandes agglomérations. Alors, bientôt, moi, je suis à côté de Montauban. Alors, bientôt, il y aura Montauban, il y aura Auch, il y aura Cahors, il y aura Pau, il y aura Tarbes. Et voilà. Donc, voilà. On ira Pierre, aux abords de ces villes et nous attendrons. Et Pierre, vous parliez des retraités, je suis d'accord avec vous. Quand on a une petite retraite, on va pas s'amuser à mettre 30 000 € dans la voiture. Mais il y a un autre truc dramatique. Il y a un autre truc dramatique, mon Pierre. Imaginez, vous êtes jeune aujourd'hui. Allez, je vous enlève. Bon, ça nous fera tous plaisir de revenir à 18 ans. Mais admettons que vous avez 18 ans, vous devez vous payer votre permis de conduire, 2500 balles. Vous avez derrière votre assurance 1000 € par an. Et ensuite de ça, vous devez vous acheter une voiture. On est d'accord, on se souvient tous de notre première voiture. Et il faut savoir, la moitié des jeunes, Pierre, achètent une voiture qui vaut moins de 3 000 € en premier véhicule. Ça veut dire que moins de 3 000 €, elles n'ont pas le droit de circuler. Les jeunes n'ont plus le droit d'avoir une voiture. Voilà. Moi, j'ai des petits-enfants, un 20 ans et 18 ans. Il y a celui de 20 ans qui a acheté une voiture 500 €, vous voyez, une Saxo. Donc, lui, voilà. Mais en tout cas, il ne pourra pas aller de bosser. Hein. Effectivement. Merci beaucoup de ce témoignage très réaliste et puis de la confiance que vous nous apportez à venir témoigner sur l'antenne de Sud Radio. Mais c'est vrai, mais c'est tellement ça. Merci beaucoup, Pierre. Bonne journée dans le temps. Enfin, bonne soirée, pardon. Tu imagines le petit-fils de Pierre? Le petit-fils de Pierre, 500 € sa petite bagnole. Il ne pourra pas circuler avec. Par contre, son assurance, il va la payer plein pot. Hein. Donc il y a un truc qui colle pas là. Hein. Il achète une voiture, il n'a pas le droit de rouler avec partout, mais par contre l'assurance... Globalement, ça va aussi poser un autre problème, c'est que toutes les voitures qui sont mises au banc de la circulation, qui n'ont plus le droit de rouler, elles ne vont plus être vendables. Vous ne pouvez pas revendre une voiture, personne n'en veut. De l'autre côté, il n'a plus le droit de rouler. Effectivement, mais enfin là, ça passe par des marchands et on les revend à vil prix. Donc il y a des foules de gens qui vont se retrouver avec des foules de voitures entre leurs mains, désireux, eux, de les vendre. Et ces voitures ne vont pas trouver d'acquéreur, ou alors en étant complètement bradées. Là, on est dans un gaspillage, une accélération de la mise à la casse. Alors, je sais qu'il faut moderniser le parc automobile roulant, mais là, c'est fait manu militari, au détriment, malheureusement, des personnes les plus faibles économiquement. On aura évidemment l'occasion de revenir sur ces sujets qui nous touchent beaucoup en 2022. Merci beaucoup, Jean-Rémy Macquin. Merci, à bientôt. Au plaisir de vous retrouver dans Ça roule à suivre. Et vous pouvez vous aussi continuer de réagir. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer des mails à l'adresse suivante: jeparticipe@sudradio.fr. Si vous voulez réagir dans Ça roule, vous inscrire pour venir, pourquoi pas, dimanche prochain, nous retrouver et participer à notre rendez-vous. Vous n'hésitez vraiment pas à suivre. On va parler, puisque nous sommes en plein salon de l'agriculture depuis hier, de ce qui se passe avec ce prix des carburants. Évidemment qui grimpe, ça on s'en est rendu compte, mais également pour le milieu agricole. Quid du budget de l'agriculteur et des conséquences sur les prix de vente de leurs produits pour nous, les consommateurs. On fait un petit point dans quelques instants. Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et vous savez, Sud Radio est aussi sur le salon de l'agriculture. Et en l'occurrence, on en parle dans Ça roule en ce dimanche soir, un salon qui a débuté hier. Et évidemment, on ne pouvait pas, mon Pierre, ne pas faire un sujet sur ce prix du carburant, qui s'il augmente pour des gens comme toi et moi, augmente d'autant plus pour les agriculteurs, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, etc. etc. Pour eux et pour nous à la fin. Exactement. Et pour nous à la fin, sur le coût du produit fini, forcément, ça va forcément un impact. Mais l'agriculteur, on va le ressentir pendant toute la durée de ce salon de l'agriculture, qui est un salon magnifique, et on est d'ailleurs ravis qu'il ait pu avoir lieu, parce qu'il y avait quand même des grosses incertitudes. Mais la filière agricole aujourd'hui, elle souffre, et elle souffre aussi de l'impact des prix des carburants. Exactement. Alors, pour parler de tout cela, nous avons Sylvain Desmours, qui est entre autres secrétaire général du SNPAA. Une petite explication de texte ? Oui, bonjour Laurence. Bonjour. Les agriculteurs, ils ont des coûts de revient. Non, mais la SNPAA, c'est quoi ? On est le syndicat qui promeut l'utilisation du bioéthanol dans les essences en France. Ok, ça c'est bien. Mais vous êtes complètement dans le milieu agricole, puisque le bioéthanol est issu du milieu agricole. Il est produit à partir de betteraves, de blé et de maïs produits en France. Il est transformé dans des usines qui sont souvent des sucreries, des amidonneries. Et donc, on en fait des biocarburants. On en parlera en détail. On a aussi Nicolas Kurtzoglou, mon Pierre. Kurtzoglou. Kurtzoglou, ça sera parfait. Je n'y arrive pas. C'est comme Sylvain Desmours. Et Nicolas, lui, vous êtes un peu un habitué de Ça roule. Oui, absolument. Merci de m'inviter encore une fois. Nicolas, qui représente
Pierre. Et Nicolas, qui représente aussi les intérêts du syndicat du SNP-AA, avec cette expertise notamment vraiment très prix sur le pricing, comme on dit aujourd'hui, et sur notamment le positionnement de l'éthanol, qui est, il faut le dire aujourd'hui. Pourquoi on en parle ? Parce que l'éthanol est le lien entre l'automobiliste et l'agriculture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, c'est à partir de là qu'on arrive à produire quelque chose de local qui nous permet d'avoir un tarif en plus moindre à la station-service. Alors, vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Vous êtes agriculteur et vous subissez de plein fouet cette hausse des carburants. Venez nous raconter également votre réalité. Alors concrètement, je reviens vers vous Sylvain, le milieu agricole souffre évidemment beaucoup aussi de ces augmentations de tarifs des carburants. Oui, puisque pour faire rouler les tracteurs, il faut bien mettre du carburant. Et le carburant, aujourd'hui, c'est du gazole. C'est du gazole, certes, qui est détaxé parce que c'est un outil de travail aujourd'hui. Et on espère que ça restera longtemps comme cela. Mais c'est un outil de travail qui a besoin de tourner. Et puis, il y a aussi d'autres intrants. Par exemple, les engrais, aujourd'hui, sont fabriqués essentiellement à partir de gaz. Aujourd'hui, du gaz fossile. On espère un jour du biogaz, parce que les agriculteurs produisent également du biogaz. C'est quoi du biogaz ? Alors, c'est produit à partir de déchets végétaux qui sont fermentés, on peut dire, dans des méthaniseurs. Et on obtient du méthane. Et ce méthane peut être utilisé pour produire de l'électricité, qui est injectée dans le réseau électrique. Il peut être également utilisé dans les réseaux de gaz, en étant injecté pour remplacer le gaz fossile. Et c'est quelque chose qui se développe très fort aujourd'hui dans le monde agricole. On connaît un peu le coût de l'augmentation des prix pour les agriculteurs au niveau de leur budget. On en a un d'ailleurs, je crois, qui nous appelle. On va lui donner la parole dans quelques instants. Bien, pour les agriculteurs, le fait que le prix du gazole est pris comme on le sait, plusieurs dizaines de centimes, ça veut dire que leur budget carburant va quasiment doubler. C'est à peu près ça l'ordre grandeur. Donc, ça, évidemment, ça a un impact aussi derrière sur la production d'alcool agricole et donc sur l'impact aussi directement du prix de l'éthanol. Donc l'impact aussi sur le prix de l'essence du français. Alors toute cette inflation est généralisée puisque derrière l'augmentation des prix des intrants agricoles, vous avez l'augmentation du blé, du maïs, qui effectivement augmente très fort sur les marchés internationaux, mais notamment parce qu'il y a une inflation due à l'augmentation des cours des produits pétroliers. Ça diffuse dans tout, jusqu'à effectivement tous les produits qui sont dérivés des matières agricoles. Et puis on en trouvera aussi cette augmentation, parce que si les produits céréaliers, en tout cas ceux qui permettent de créer l'éthanol augmentent, l'éthanol va aussi augmenter. Philippe est avec nous, il est agriculteur, il nous appelle d'Angers. Bonjour Philippe. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone à composer. Alors vous êtes agriculteur, Philippe ? Oui, je suis agriculteur, je suis éleveur. Alors je tenais à dire que l'augmentation des carburants, si on prend par rapport à l'année 2021, par rapport au prix d'aujourd'hui, sur une exploitation, ça dépend de la taille des exploitations bien entendu, mais sur une exploitation qui consomme 20 000 litres de fuel dans l'année, ça va représenter un budget entre 7 500 et 8 000 euros de plus. Donc 8 000 euros, 7 600 euros, tu prends les 7 600 euros, vous le ramenez sur 12 mois, ça fait 633 euros par mois, sachant qu'environ 50% des agriculteurs sont à ce revenu-là mensuel, 633 euros. Donc vous voyez à peu près l'ampleur. Alors, les engrais, bien sûr, ont explosé également, comme l'a dit le précédent intervenant. Sylvain Desbourg. L'urée, le plastique, tout augmente. Et si vous voulez, contrairement aux idées reçues, nous, dans l'élevage, le lait, la viande, le poulet, le canard, le cochon, on est complètement intégré et attaché à l'agroalimentaire qui sont les responsables du syndicat. Et on ne peut pas augmenter les prix des parts fermes. Les prix des parts fermes n'augmentent pas, voire même, dans certains domaines, ils baissent. Donc, il n'y aura pas d'augmentation. S'il y a une augmentation dans les grandes surfaces, sachez que c'est entre la grande surface et le départ de la ferme qui se cache un loup. Alors, mon ami, juste pour bien qu'on comprenne, Philippe, c'est très important. Vous nous dites qu'aujourd'hui, l'impact de l'augmentation des carburants pour une exploitation normale comme la vôtre, pour quelqu'un vous n'êtes pas milliardaire. Ah bah non, pas du tout. Vous avez pas 850 euros depuis ma date d'installation. Voilà, donc on est bien d'accord, vous n'avez pas 18 Porsche et 46 Ferrari qui attendent derrière dans la grange. Donc, vous pouvez venir voir mes bilans comptables. Donc non, mais je vous crois sur parole. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est grosso modo, vous n'arriverez pas à vendre votre production plus cher, mais que par contre, l'impact carburant
de l'inflation des carburants, pour vous, c'est simple, c'est la disparition de votre salaire. Tout à fait. Qui est déjà tout petit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre le départ de la ferme et l'arrivée dans le magasin Leclerc ou Carrefour, on a l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Et que nous, on ne fait pas notre facture et on ne peut pas répercuter. C'est la raison pour laquelle, c'est une niche évidemment, mais les viticulteurs qui vendent au détail, les maraîchers qui vendent au détail, les arbos qui vendent au détail, ils s'en sortent plutôt mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la coopérative et l'agroalimentaire entre le magasin. Vous comprenez ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, et merci beaucoup de votre témoignage, Philippe. En gros, vous êtes en train de nous dire que vous ne pouvez pas monter les prix, mais que par contre, en grande surface, ils ne vont pas se gêner, sous prétexte que tout augmente, de nous augmenter les prix, alors que vous n'allez malheureusement pas toucher beaucoup plus d'argent. Ou essayer de contenir. On voit aussi que les grandes surfaces, aujourd'hui, essayent de contenir parce qu'ils sont face aux problématiques de pouvoir d'achat des Français. Et que j'ai entendu récemment Michel-Édouard Leclerc se déplacer dans pas mal de... Alors, certes, il réalise des profits, on ne dit pas l'inverse, mais il essaye aussi d'expliquer sa volonté de ne pas matraquer le client. C'est ça qui est complexe. Est-ce que Sylvain Demour, est-ce qu'on a pour tous les agriculteurs qui nous écoutent, est-ce que travailler justement dans cette filière de l'éthanol qui pourrait fonctionner plus en France, on pourrait peut-être produire plus ça serait peut-être une solution carburant parce que on consomme encore beaucoup d'essence traditionnelle dont on est dépendant sur les raffineries pétrolières. Mais est-ce qu'on est en capacité d'inciter des producteurs à aller sur de l'alcool, betterave, sucre, etc. en France, qui nous permettrait peut-être de leur assurer des meilleurs revenus? L'agriculture, ça devient vraiment un des acteurs de l'énergie. Et c'est dans ce sens-là que tous les scénarios se projettent. J'ai cité tout à l'heure le biogaz. Donc, il y a des méthaniseurs qui se construisent un peu partout en France, qui utilisent des résidus agricoles, des déchets d'élevage, et qui permettent donc de produire du gaz qui va remplacer du gaz fossile ou produire de l'électricité. Et puis, les agriculteurs se sont mis également à placer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. Donc, ils deviennent des acteurs du photovoltaïque. Il y a des endroits où on peut avoir des terrains qui sont peu utiles et qui peuvent être couverts de panneaux solaires avec des systèmes où on peut avoir des ovins qui vont grappiller de l'herbe en dessous. On a également la production de matières premières pour les biocarburants. Alors en France, on a deux grandes filières, celle à partir de colza et puis celle à partir de blé, de maïs et de betterave. Et là aussi, ça peut encore grandir, notamment dans les filières betterave, blé, maïs. Ça se développe en France ou ça reste stable en termes de production ? Où on a une production qui est stable depuis les grands investissements qui ont été faits depuis 2006-2008. Simplement, au lieu d'exporter beaucoup de produits vers l'extérieur, aujourd'hui on en consomme beaucoup en France, et bien ça crée maintenant des opportunités sans doute de réinvestissement. Plus rémunératrices pour les... Qui vont effectivement, ce sont des opportunités qui vont permettre aux agriculteurs de trouver un débouché, alors que d'autres débouchés parfois ont tendance à se raréfier. Nicolas Kurzoglou, puisque vous êtes vous aussi le responsable carburant auprès du fameux SNPA, le Syndicat national des producteurs d'alcool agricole, est-ce que nos agriculteurs aujourd'hui se servent dans leurs outils de bioéthanol? Pas encore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être aussi pensé dans ce sens-là pour que peut-être eux aussi puissent moins subir ces hausses de carburant qui ne sont pas prêts de s'arrêter? Tout est diesel, Le bioéthanol, vous pouvez l'utiliser soit dans les voitures avec le superéthanol de 85, donc voilà. Et on le connaît assez peu aujourd'hui, mais il y a aussi le bioéthanol qui est utilisé dans des camions. Et donc il y a des camions qui sont utilisés pour ramener des betteraves du champ vers l'usine, qui sont des camions qui roulent au ED95, donc 95% de bioéthanol, 5% d'additifs procétane. Et donc ça, de plus en plus, c'est utilisé dans les campagnes betteravières. On pourrait faire on peut imaginer, il y a une technologie pour un moteur qui brûle du carburant avec 95% d'éthanol et 5% d'additifs procétane. Il y a un constructeur, c'est Scania aujourd'hui, qui propose des camions qui roulent avec ce carburant. C'est peut-être aussi une solution pour le milieu agricole, monsieur Demour. Pour le milieu agricole, il y a effectivement plusieurs solutions pour auto-consommer une partie de l'énergie produite. On a cité l'éthanol, avec les limites qu'a cité Nicolas. Il y a également du biodiesel, qui peut être utilisé dans les tracteurs. Alors ça, c'est du diesel de synthèse. Alors, le biodiesel, il est produit à partir de colza. C'est une grosse production française. La France est numéro 1 avec les Allemands de la production de biodiesel à partir de colza. Et certains outils agricoles pourraient, dès maintenant, en fait, fonctionner avec du B100, qui est un carburant qui contient 100% de biodiesel. Et qui est moins polluant que les carburants que l'on connaît actuellement ?
ils sont moins polluants, ils émettent notamment très peu de particules. Alors pourquoi on les développe pas aussi pour les voitures? Alors, j'ai entendu l'Allemagne qui vient de prendre position récemment, et c'est très fort, hein, quand l'Allemagne prend position sur la voiture, en principe on écoute et on est attentif. Et ils viennent tout simplement de dire, bon, nous, le 100% électrique, on va peut-être faire un tour du côté des biocarburants notamment et des biodiesels. Eh bien, voilà la réponse, elle arrive de Sylvain Demour, ça existe. Alors c'est quand même une révolution, parce qu'il y a encore quelques années, on en parlait que très peu de production d'alcool, de colza pour faire tourner des motorisations diesel. Alors, c'est pas de l'alcool, évidemment, ce sont des huiles. De l'huile de colza, Ce sont des huiles qu'on modifie pour qu'elles aient des comportements corrects dans les moteurs. Donc, ce sont nos collègues de la filière du biodiesel française, qui est également une très, très grande filière, qui font la promotion de ces solutions-là. Et c'est utilisé dans des gros moteurs diesel. Pas dans les moteurs diesel pour les petites voitures. C'est plus pour les gros moteurs diesel. Et ils développent effectivement toute une filière pour utiliser davantage de carburant renouvelable à la place du gazole. Avec le même moteur, avec le même tracteur, sans rien changer. C'est en changeant très peu de choses. C'est quelque chose qui pourrait, auprès du CNPA, être... SNPA. Ah là là, entre le CNPA qui ça s'appelle plus plus le comme CNPA, ça, qui s'appelle Mobiliance. Mobiliance, le SNPA, c'est quelque chose qui peut être plus qu'intéressant, non, pour la filière, également pour la vôtre. Bien sûr. Enfin, nous sommes la filière du bioéthanol au SNPA, oui, bien sûr, tout à fait. Et pour la filière du biodiesel, il y a des perspectives qui se développent. Il y a également des solutions possibles à faire fonctionner un certain nombre d'engins agricoles à partir de biogaz produit à la ferme. Ça fera partie des développements pour les agriculteurs de rouler avec du biogaz fourni à la ferme. J'ai l'impression, Laurence, quand j'entends ça, que ça innove beaucoup plus du côté de la machine agricole que pour l'automobiliste où on lui claque des zones à faible émission dans la tronche sans lui proposer de solution. Là, je viens de découvrir des nouveaux carburants, voilà, je ne les connaissais pas. Mais moi, je suis comme toi, je suis assis, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi on nous pousse à ce point. L'électrique, j'ai rien contre, j'ai pas de souci avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'on fait autant d'efforts pour imposer l'électrique, alors qu'il existe aussi cette filière? En plus, la France est un des plus gros producteurs de diesel à base de colza, donc ça crée des emplois. Toute la partie de ce milieu qu'on est en train de mettre au chômage avec toutes les sociétés, les entreprises, les usines qui ferment. On a Fred qui nous appelle du Gard. Tiens, il nous reste à peu près 2 minutes. Bonjour Fred. Allô Fred? Oui, je suis là, oui. Vous êtes... alors Fred, vous voulez réagir aussi sur le prix des carburants et en l'occurrence, on vous écoute. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, l'impact en fait, de cette hausse qui est assez qui est conséquente. Moi, je suis auto-entrepreneur, je suis obligé en fait de rouler, d'aller voir pour les devis, tout ça, et on est obligé en fait de facturer nos déplacements, quoi. Ouais. Alors vous arrêtez de vous déplacer loin. Et vous n'avez pas une voiture qui est éligible au bioéthanol? Non, mais j'ai une 306, la 410 000 km, elle est plus écologique que n'importe quel... Mon comportement est beaucoup plus écologique que n'importe quel gouvernement qu'on peut mettre en place. Parce que moi, ma voiture, ça fait 20 ans que je l'ai. Donc, j'ai changé que quelques pièces dessus. Donc, au niveau écologique, en fait... c'est une diesel, hein? Oui, c'est un diesel, tout à fait. C'est un diesel. Donc, du coup, je compte la garder très très longtemps encore, jusqu'à ce que je changerai le moteur, parce que moi, c'est un véhicule qui me permet d'aller d'un point A à un point B. Et voilà. Donc mais alors après, vous allez peut-être, du coup, Fred, être embêté par les ZFE à un moment ou un autre, ou par le prix du carburant, et ça va être compliqué. Il y a un moment. C'est parce qu'on veut nous l'imposer. C'est comme tout pareil. On nous impose les choses. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des imbéciles. Là, aujourd'hui, on nous dit, oui, il faut gonfler les pneus, pour moins consommer, il faut mettre au point mort quand on arrive sur un rond-point. Oui, on prend les gens pour des imbéciles. Exactement. Alors, je vais être très clair, Fred, parce que vous savez que... Et merci beaucoup de votre appel, Fred. Vous savez, Fred, qu'à 40 millions d'automobilistes, j'étais interviewé, moi, sur un... Alors, monsieur Chastresse, c'est quoi vos bonnes astuces pour consommer moins de carburant? Non, mais franchement... Tu laisses ta voiture au garage, gars. Tu me vois, moi, arriver sur un plateau et dire faut bien gonfler les pneus, comme si les gens, ils n'étaient pas au courant qu'il fallait gonfler les pneus. Ou alors, ils aiment bien... Oui, il faut aussi pratiquer l'éco-conduite. Parce que... Non, mais il faut être débile aujourd'hui pour penser que les gens, ils savent pas qu'en essayant qu'il faut gratter un peu sur les carburants, quand on arrive à 2 € le litre, on n'avait pas besoin de moi pour l'expliquer. Franchement, je préfère entendre Sylvain Demour nous parler de l'avenir des biocarburants sur la filière agricole. Ça me paraît autrement plus intéressant. En tout cas, ce sont des sujets que l'on voulait vous proposer dans le cadre, évidemment, du Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup, Sylvain Demour. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup, Nicolas Kurzoglou.
Merci. Du SNPAA, entre autres le syndicat pour les industriels de l'alcool et du bioéthanol. On en reparlera évidemment des carburants et je crois même que c'est un sujet qu'on va vous proposer la semaine prochaine avec une différence. Pourquoi les prix des carburants en grande surface sont moins chers que dans votre station-service? On va essayer de décrypter tout ça. C'est-il mieux ou c'est-il pas mieux? Et ben voilà. Mais tout de suite et pour conclure, c'est le moment de votre échange avec Pierre. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous voici arrivés pratiquement à la fin de notre Sarraul du dimanche soir. Vous avez la parole avec Pierre. Vous pouvez venir échanger avec Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes et évidemment de Sud Radio. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant nous envoyer un mail à jeparticipe@sudradio.fr et vous mettez bien dans l'objet de votre mail échange avec Pierre de Sarraul. On accueille Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Madame Perrault, bonjour Monsieur Chasseret. Salut Guillaume. C'est très. D'un seul coup, je suis une dame. Oui, vous nous appelez d'Orléans. On vous écoute, Guillaume. Oui, voilà, j'habite d'Orléans, enfin côté d'Orléans, et je voudrais intervenir déjà dans un cadre un peu précis. Je ne veux pas parler de Paris ni de la grande ruralité, comme des départements comme le Gers, tout ça. Je voudrais plutôt parler des villes un peu comme Orléans, il y en a beaucoup en France, et du vélo, mais me placer un peu du côté obscur. C'est-à-dire plus dans la défense du vélo, mais ce que je trouve dommage maintenant, c'est qu'on présente le vélo un peu comme un étendard, une idéologie. Moi, j'aimerais qu'on le ramène à ce qu'il était au départ, c'est un moyen de transport. Et un moyen de transport très pratique et surtout très économique. À l'heure où on parle du pouvoir d'achat, pour moi, le vélo, c'est une vraie alternative à la deuxième voiture. Et quand on sait qu'une voiture, alors M. Chasseret va peut-être... corriger mes propos, mais je crois que c'est 6 000 euros par an à peu près, en moyenne. Oui, je vais les corriger, bien sûr. Donc 6 000 euros par an, vous voyez, ça fait à peu près 3-4 SMIC, ouais, peut-être même plus. Heureusement, tu n'écoutes pas 6 000 euros à tout le monde, sinon il n'y a pas grand monde qui aura des voitures. Hein. Non, mais c'est une moyenne, je crois. Hein. Oui, c'est une moyenne. C'est une moyenne effectuée par une association qui est très discutable, voilà. Alors, moi, j'ai vu, il y a Que Choisir qui a fait un tableau très intéressant, justement, sur combien coûte votre voiture. Et ils ont fait de première main, deuxième main, troisième main, tous les modèles. Et le tableau, ça va de 2500. Non, mais il n'y a pas de débat. Si vous voulez me dire que rouler sur un vélo, ça fait économiser de l'argent par rapport à du carburant, franchement, vous savez, on peut passer à autre chose. Parce que là, on a enfoncé la porte ouverte, je suis d'accord. Vous savez, une trottinette aussi. Les pieds, pareil. Les chaussures, ça revient moins cher. Bah oui, mais justement, donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait envisager le vélo, et pas forcément comme en opposition systématiquement à la voiture, mais en moyen de transport, qui peut être pour des personnes, parce qu'il y a un autre chiffre, je pense que vous connaissez, qui est que finalement 50 à 60% de déplacements font moins de 5 km. Bah on est pile finalement dans le rayon d'action du vélo. Oui, mais ça marche pas. Il faut voir qu'est-ce que c'est ce déplacement. Quand c'est remplir le frigo avec les packs d'eau, les courses et les packs de lait, ça fait moins de 5 km. Mais si vous n'avez pas une bagnole, au bout d'un moment, ça va poser un problème. Ah non, quand vous avez 3 enfants, attendez, je vous ai écouté. Quand vous avez 3 enfants, un bébé et 2 enfants, et que vous devez partir faire les courses, je peux vous assurer qu'avec votre bicyclette, à moins de trouver quelqu'un qui vous dit, moi, il n'y a pas de problème, j'ai les jambes de Miguel Indurain et de Greg Lemon, j'en ai un dans chaque patte et je suis capable d'y aller en vélo cargo en traînant toute la famille, je veux bien, il n'y a pas de problème. Il faut arrêter d'opposer et de faire du vélo un étendard, comme vous le dites, contre la voiture. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Vous avez envie de faire du vélo? Franchement, j'en suis ravi. Pour moi, le vélo, vous savez ce que c'est? C'est pas un moyen de transport, je l'entends différemment. Chez moi, c'est une passion viscérale, le vélo. J'aime, je suis passionné de vélo. Mais je ne supporte pas qu'on entende quelqu'un nous expliquer que c'est une alternative à la voiture ou une alternative à quoi que ce soit. J'ai jamais entendu un hurluberlu me dire qu'une voiture était une alternative au vélo. Eh bien, dans l'autre sens, c'est pareil. Grand bien en face à tous ceux qui veulent faire du vélo. Il faut multiplier les espaces de déplacement sécurisés pour les vélos. Des vraies voies séparées de la route, en bordure, hors agglomération aussi, pour que les gens puissent circuler en famille, se faire plaisir. Mais il faut arrêter, quand quelqu'un me parle de vélo, de parler de voiture. Si vous voulez me parler de vélo, parlez-moi de vélo, mais pas de voiture. Fred. Alors là... Ça, c'est de l'échange, attention. Oui, mais là, je ne comprends pas pourquoi vous énervez comme ça. Je vais reprendre mes propos. Je vous ai dit que c'était une bonne alternative à la deuxième voiture. C'est un bon choix pour ceux qui aiment. Je vous ai écouté, laissez-moi finir. Donc, justement, ce n'est pas de dire tout vélo ou tout voiture. Il y a des déplacements qui sont bien plus logiques à pied.
Il y a des déplacements qui sont bien plus logiques à vélo et d'autres en voiture. C'est ça un petit peu ce que je reproche dans les débats à chaque fois qu'on entend, c'est qu'il faudrait soit tout faire en voiture, tout à vélo. Et quand je dis l'alternative à la deuxième voiture, je veux dire, il est quand même intéressant d'y réfléchir et de le promouvoir. Moi, dans la région d'Orléans, vous savez, vous prenez... Non, promouvoir, c'est du militantisme. Pierre, attends, laissez finir notre ami Pascal. Vous savez, vous prenez un rayon d'action de 5 km, vous prenez à Orléans, parce que souvent, l'autre argument qu'on entend, c'est réservé aux privilégiés. Eh bien, une ville comme Orléans et comme beaucoup d'autres villes, vous faites ce rayon de 5 km, vous avez depuis longtemps quitté les quartiers avec hôtels particuliers ou grands bâtiments haussmanniens, vous êtes déjà dans les cités. Vous avez aussi, à qui ça peut s'adresser, c'est aussi aux lycéens, aux collégiens. Tout ça, c'est personnel. Alors, vous me dites tout de suite, on ne peut pas tout faire à vélo. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que ça peut être une alternative à la deuxième voiture. Et dans cette période où on a le pouvoir d'achat qui est une préoccupation, c'est intéressant de le voir comme ça, d'un point de vue économique. De la même façon, vous avez dit à une précédente émission que votre grand-père faisait du vélo. Ah, dis donc, vous m'écoutez, hein. Pardon ? Vous m'écoutez bien, hein. On vous voit beaucoup. Mais je vous écoute parce que je suis ouvert d'esprit. J'essaye d'écouter les avis de tout le monde. Mais de la même façon qu'à la Chine, avant qu'elle soit développée, tout le monde se déplaçait en vélo parce que c'était pratique, économique. Il faudrait replacer dans ce contexte-là. Il ne s'agit pas d'opposer. Mais Pascal, vous venez exactement de dire la même chose avec Pierre. Exactement. Il ne s'agit pas d'opposer. C'est tout, en fait. C'est aussi simple que ça. La clé, la vraie clé, ça, je suis d'accord. C'est d'arrêter de vouloir transformer sa vie en militantisme pour un moyen de déplacement. Il faut laisser à chacun le choix. Je suis pas sûr que Pascal, il était dans le militantisme. Mais il faut arrêter de dire ça peut être une alternative à ceci, à ceci, pardon, à Guillaume. cela. Ah bah oui, mais vous connaissez mon problème avec les prénoms. On n'est pas là pour choisir pour les gens qu'est-ce qui est une alternative ou qu'est-ce qui n'en est pas une. Personne n'est suffisamment stupide pour ne pas savoir ce que c'est qu'un vélo. Donc, vous savez, moi, je vais faire confiance à tous ceux qui nous écoutent pour choisir ce qui leur plaît et se faire plaisir dessus par rapport à leur mobilité, leurs besoins. Et c'est pas des alternatives à quoi que ce soit. Le but, c'est que chacun puisse, en toute liberté et en toute sécurité, si possible, choisir son moyen de déplacement. Point. Bon, et ben voilà, ça se terminera sur cet échange un peu musclé, mais bienveillant entre vous, même si vous ne partagez pas complètement les mêmes idées, parce que vous avez les mêmes idées, mais c'est juste l'histoire de mots, c'est de la sémantique ce qui s'est passé entre vous. C'est important, la sémantique. Fred Dugaret, non pardon, je ne vais pas y arriver. C'est Guillaume d'Orléans qui était avec nous pour l'échange avec Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Allez, bonne route à tous, à vélo ou en voiture. Merci à Guillaume d'être intervenu et à vous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de Ça roule. Mais l'autoradio, c'est en voiture.